La leçon 5 de notre cours d'initiation à la pratique de la psychothérapie de counseling portera ou abordera les 3 points suivants. D'abord, nous allons encore illustrer les résultats possibles de counseling. Nous allons ensuite énoncer les caractéristiques de professionnels en counseling. Quelles sont les caractéristiques principales d'un professionnel en counseling? Et enfin, nous parlerons de la nature du développement de l'apprentissage en counseling, puis nous en ferons le résumé et peut-être nous pourrons donner quelques questions à débattre. Tandis que les ressources additionnelles, je vous ferai des copies en PDF des ouvrages que j'utilise. Et ici, l'ouvrage principal est celui-ci, The Professional Counselor. Ça, c'est la Bible des counselors en Amérique du Nord, écrit par Harold Hackney et Sherry Cormier. The Professional Counselor, le counselor professionnel. C'est les livres que nous utilisons ici, qui est toujours réédité chaque année, qui est comme la Bible des counselors professionnels. Eh bien, un cas pour illustrer un peu notre propos, c'est le cas d'une femme qui s'appelle Margaret. Cette femme s'est présentée dans une clinique de counseling, abordait une personne qui devait l'aider à surmonter son problème. Elle était mère d'un enfant, de 2 enfants plutôt. Elle travaillait, elle avait un bon travail. Et son mari avait aussi un très bon travail, mais son mari ne voulait pas qu'elle conduise. Alors elle n'a pas appris à conduire. C'est son mari qui le conduisait partout. Et à ce moment, la femme se sentait dépendante de son mari en tout et pour tout. Le mari faisait un gros salaire, elle faisait un petit salaire, et le mari conduisait, et c'est lui qui déterminait les sorties, les heures, le jour, etc. À ce moment, elle se sentait étouffée. Elle était bien avec ses 2 enfants, mais pas avec son mari. Il y avait de la chicane tout le temps. Il est allé trouver les counselors pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, vous l'écoutez et la première chose que vous devez faire quand vous écoutez Marguerite, c'est d'abord de comprendre son problème, de lui demander même, de poser même des questions sur l'histoire de son mariage. Comment elle se rencontre avec cet homme? Pourquoi elle ne conduit pas la voiture? Et comment elle dépend de cet homme, etc. Et comment elle se sent avec cet homme? Comment ils vivent leur intimité, etc. Vous allez poser beaucoup de questions pour vous permettre de comprendre sa relation avec cet homme qui est en conflit avec lui, qui est son mari. Et petit à petit, probablement, vous allez saisir le nœud du problème et aider cette femme et cet homme à construire un bon mariage. Alors, une illustration, juste une illustration. Et il y a des mariages comme ça qui vont se terminer par le divorce. La femme en a ras-le-bol, elle sort de la maison pour être indépendante. Et puis un autre type qui vient, un autre homme plutôt qui sollicite la femme, va lui apprendre à conduire et la femme sort de sa prison pour aller vers cet homme qui lui a appris à conduire. C'est arrivé aussi. Alors, toutes les hypothèses ici sont possibles quand vous recevez une telle personne. Toutes les hypothèses, il se pourrait même que Margaret a déjà trouvé quelqu'un qui veut lui apprendre à conduire et qui lui a dit sors de cette maison et qui a provoqué finalement ce problème. Ce sont des hypothèses, vous voyez. Et nous devons être très 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 prudents quand nous écoutons la personne en conflit. Quelles sont les caractéristiques effectives ou les caractéristiques d'un conseiller effectif, d'un thérapeute effectif, d'un thérapeute qui est compétent? D'abord, il y a plusieurs caractéristiques. Il faut que la personne soit compétente. Mais qu'est-ce qui fait sa compétence? Il faut qu'il soit digne de confiance. Mais qu'est-ce qui fait qu'on puisse se confier à cette personne? Il faut qu'il puisse attirer les autres aussi, être attractif. Mais qu'est-ce qui fait qu'une personne est attractive? Nous allons donner quelques conseils, ou si vous voulez, quelques caractéristiques d'un bon conseiller, d'un bon psychothérapeute. Premièrement,
c'est quelqu'un qui a une conscience de soi et une compréhension de soi très aiguë. Conscience de soi. Il se comprend lui-même. Il comprend ce besoin. Et d'ailleurs, un bon pasteur doit se comprendre soi-même, comprendre son appel, comprendre son caractère, comprendre son comportement. C'est pas un gars quand il crie dans le désordre, tu dois suivre même ta voix quand tu l'élèves ou quand tu la baisses. Il faut le self-control, la maîtrise de soi. Vous voyez? C'est quelqu'un qui comprend ses besoins lui-même. Parce que si tu ne comprends pas tes besoins, c'est très facile, tu accompagnes une femme, tu tombes amoureux de cette femme. Comme ici, d'ailleurs, les homosexuels et tout ça, ils tombent amoureux d'un jeune homme qui l'accompagne en counseling. Ça n'a pas de sens. Comme disait encore notre évêque, eh bien, si le pasteur est appelé pasteur, berger, et la brebis, il n'y a pas à faire de voir un berger en train, n'est-ce pas, de suivre une brebis pour, n'est-ce pas, faire des choses abominables ensemble. C'est facile de le dire, mais c'est important de se connaître soi-même. Et c'est tout un exercice que nous devons faire, nous connaître nous-mêmes. Connais-toi toi-même, comme disait Socrate. Et connaître tes besoins affectifs, tes besoins émotionnels, tes besoins cognitifs. Quand moi j'aime lire, il faut que je lise. J'aime lire ma Bible et lire aussi des ouvrages scientifiques, théologiques, philosophiques, anthropologiques, etc., psychologiques. Hein? C'est un besoin de s'explorer soi-même. Et il faut aussi un bon conseiller, un bon pasteur, psychothérapeute, c'est quelqu'un qui est conscient de sa motivation. Pourquoi tu fais ce que tu fais? Si c'est seulement pour l'argent, je ne ferai pas ce que je fais ici. Parce qu'un cours ici, 1 heure de cours, ici, chez nous, ici au Canada, c'est $75 l'heure. Voyez-vous? Donc, je ne ferai pas ce que je fais ici. Et j'ai demandé à d'autres professeurs de faire le même cours. Ils préfèrent certains me donner plutôt leurs écrits que de faire le cours parce que, écoute, et pour eux, c'est de l'argent. Vous voyez? Hein? Alors, quelle est votre motivation? Est-ce que votre motivation, même si on vous paye, est d'abord l'argent ou aider la personne qui est en souffrance? Ou plaire à Dieu, rendre gloire à Dieu, manifester l'amour de Dieu et la sagesse de Dieu. Vous devez être conscient de votre manière de sentir, ce que vous sentez, votre feeling. Vous devez être sûr que quand vous abordez quelqu'un, vous n'avez pas de mauvais sentiments vis-à-vis de cette personne. C'est très, très important, ce que je vous dis là. Très important aussi de savoir que même si la personne est antipathique, inacceptable, et vient demander l'aide, il faut l'accepter telle qu'elle est. Nous chantons tel que je suis sans rien à moi. Nous sommes allés à Christ tel que nous sommes. La brebis qui vient solliciter de l'aide auprès d'un berger doit être acceptée telle qu'elle est. Nous devons aussi être conscients de nos forces et de nos limites. Il se pourrait que vous êtes plus fort pour aider les gens qui ont des problèmes émotionnels et pas des gens qui ont des problèmes cognitifs. Donc, vous devez envoyer chez un cognitiviste ceux qui ont des problèmes cognitifs ou d'autres qui ont des problèmes comportementaux. Vous voyez? Alors, vous devez connaître vos limites et vos forces. Vous voyez? C'est très important. C'est vrai que je fais de la clinique. Je fais beaucoup de cliniques. Mais je préfère, moi en tout cas, enseigner et former des gens. Je fais de la clinique un peu, mais maintenant de plus en plus, j'enseigne, je forme. Je préfère coacher, faire du mentor, de counselor, que continuer à conseiller des gens en problème. Je préfère donner cette tâche à d'autres personnes. Ce n'est plus mon point fort maintenant. Mon point fort maintenant, rendu à cet âge, c'est de vous accompagner et voir que vous faites mieux que moi ce travail. Alors donc, je suis conscient aussi, avec l'âge, je deviens de plus en plus conscient de mes limites, de mes forces, de ma capacité de supporter des situations qu'on appelle le coping skill, n'est-ce pas? C'est la capacité de supporter des situations, comment tu digères une situation, comment tu passes à travers une difficulté, un problème, comment tu passes à travers une division de l'église,
Comment tu passes à travers des chicanes entre les pasteurs, division de l'église. Hein? Comment tu passes à travers, vous voyez. Et ces skills-là, ces habiletés-là ne sont pas données à tout le monde. Il y a des gens, ils parlent bien la langue, ils sautent. Mais quand arrive un problème, il devient comme un animal, sauvage. Vous comprenez? Parce qu'il n'a pas appris à se connaître soi-même. Alors donc, il faut se connaître soi-même. Et c'est un homme qui a une bonne santé mentale, qui est équilibré mentalement. N'est-ce pas? Ce n'est pas quelqu'un qui juge les gens méchamment, quelqu'un qui se fâche souvent, ou quelqu'un qui rit trop. Non, c'est un équilibré. Un homme équilibré. Un homme très sensible et qui comprend mieux et qui peut comprendre toutes les races. C'est important pour nous, toutes les tribus. Par exemple, chez nous, il y a beaucoup de tribalisme. Hein? Il faut être un conseiller qui est au-dessus du tribalisme, qui comprend les gens dans leurs difficultés, leurs problèmes, quelle que soit la tribu. Ce n'est pas quelqu'un qui dit « Ah, ça c'est parce que c'est telle tribu, c'est pourquoi il agit comme ça ». C'est quelqu'un qui a un esprit ouvert, open-minded, un esprit ouvert pour aller rencontrer l'autre. Jésus avait un esprit ouvert. C'est pourquoi il pouvait rencontrer Zachée, le docteur Nicodème, il pouvait rencontrer des gens et des pêcheurs au bord de la mer de Galilée, mais aussi Matthieu le publicain. Il pouvait rencontrer la femme samaritaine au puits de Jacob. Il avait un esprit très ouvert. Il faut un bon conseiller, c'est quelqu'un qui est très objectif. Il prend le fait tel qu'il se présente devant lui. Il n'essaie pas de le déformer ou de le ramener à sa vision du monde. Non, il n'est pas subjectif, mais objectif. Un conseiller compétent, c'est quelqu'un qui est capable de comprendre l'autre tel qu'il se présente devant lui. Et ces compétences sont non seulement d'ordre éthique, humain, mais aussi des compétences d'ordre clinique. C'est quelqu'un qui peut facilement identifier le problème et savoir, ça c'est un problème émotionnel, ça c'est un problème affectif. Ce problème affectif a été causé par une relation qui a mal tourné dans la vie de cette personne. Voyez-vous? Et à ce moment-là, il a une compétence clinique, des habiletés cliniques assez poussées. C'est quelqu'un qui sait aussi bien utiliser les tests, parce qu'il y a des tests pour la dépression, etc., des tests d'orientation. Et parfois, nous utilisons ces tests, mais il faut savoir les lire, savoir les utiliser. Ça demande de la compétence technique. Alors, c'est aussi quelqu'un qui est digne de confiance. Il y a des gens qui ne sont pas dignes de confiance. On ne se confie pas à eux. Tu lui donnes un dossier, demain tu ne le retrouves pas. C'est quelqu'un qui doit être digne de confiance. C'est quelqu'un qui a de bonnes relations interpersonnelles. Hein? Quand il est avec les gens sont à l'aise avec lui. Et c'est quelqu'un qui est toujours en développement. Il connaît à développer sa compréhension. Il a des potentiels toujours à développer. Et développer sa manière d'écouter, de comprendre les gens, d'accompagner les gens. Il développe ses habiletés cognitives, ses habiletés émotionnelles. Il continue à se développer continuellement, il continue à se développer et il ne s'arrête pas dans son développement. Et ce conseiller compétent, il sait identifier le problème des gens, comprendre leurs problèmes, accompagner ces gens jusqu'à ce qu'ils vont trouver des solutions à leurs problèmes, mais aussi ces conseillers compétents, c'est quand commencer une relation thérapeutique, comment développer la relation thérapeutique et comment la terminer. Il sait aussi quand référer la personne à un autre qui a de compétences dans le problème que la personne expose. Alors voyez-vous, nous avons parcouru dans ces chapitres, ce premier chapitre, n'est-ce pas? Nous avons parcouru les différents paramètres du counseling et nous avons essayé de voir, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'est le counseling, qu'est-ce qu'un counselor, comment le counselor doit se prendre pour arriver à établir une relation thérapeutique avec la personne qui le consulte, à développer cette relation thérapeutique
et à terminer cette relation thérapeutique à la fin de la cure. Et nous avons examiné aussi les compétences. Les compétences que nous pouvons identifier chez un bon contenant sont de 3 autres. D'abord, les compétences humaines. Il faut que ce soit un humain, quelqu'un qui est sensible, quelqu'un qui a un esprit ouvert, quelqu'un qui est facilement abordable. Deuxièmement, encore des compétences techniques. Quelqu'un qui connaît qu'un problème affectif n'est pas un problème cognitif. Un problème cognitif n'est pas un problème comportemental. Un problème relationnel est différent d'un problème professionnel, etc. Alors, c'est très important de savoir distinguer ces problèmes pour que nous puissions trouver des solutions aux problèmes. Il faut connaître les problèmes. C'est très important. Et troisièmement, c'est aussi quelqu'un qui a des compétences, si vous voulez, des valeurs éthiques. Donc, une des valeurs, c'est la confidentialité, qui sait garder, n'est-ce pas, les secrets de l'autre. Si Dieu se mettait à divulguer tous mes péchés que j'ai commis depuis mon enfance, j'aurais honte de moi-même. Vous voyez? Mais dans sa discrétion, dans sa grâce, il m'a sauvé, il m'a transformé, et me voici une nouvelle création. Je le suis parce qu'il m'aime. Vous voyez? Et c'est important pour nous que les gens qui nous abordent sachent qu'on les aime et qu'on ne divulgue pas leurs problèmes partout. Le counselor, c'est un homme discret, une femme discrète. N'est-ce pas? C'est très, très important. Alors, donc, vous voyez, parce que le but du counseling, c'est d'arriver à aider la personne à trouver des solutions à ses problèmes. Ça, c'est l'objectif. Hein? Quand la personne trouve des solutions elle-même à ses problèmes, le counseling est un succès. D'où la nécessité d'avoir, n'est-ce pas, soi-même des outils pour comprendre l'autre, pour aimer l'autre, pour accepter l'autre, pour écouter l'autre, pour l'accompagner dans son cheminement personnel, relationnel, professionnel, cognitif, émotionnel, etc. Alors, c'est très important. Alors, quelques questions que nous pouvons discuter. Le counseling est très important. Comment pouvez-vous définir le counseling selon vos propres mots? Comment pouvez-vous le définir? Et comment le counseling est différent de conseils entre amis, entre voisins, ou de conseils qu'un pasteur donne à une autre personne de son église? Comment le counseling est différent de la psychothérapie du counseling? Voilà la première question. Comment définissez-vous le counseling? Et comment le counseling est différent d'un conseil entre amis, d'un conseil qu'un pasteur donne à quelqu'un? Comment le conseil, c'est pas ce conseil-là. Deuxième question. Quelles sont les qualités que vous devez posséder pour être un counselor effectif, un psychothérapeute du counseling effectif, du counseling qui opère, du counseling qui donne des solutions? Quelles sont les qualités humaines, professionnelles et éthiques que vous devez posséder pour être un counselor efficace, un psychothérapeute du counseling efficace? Troisième question. Quelle est l'importance de la culture en counseling? Quelle est l'importance de la culture en counseling? Est-ce que la culture est importante? La vision du monde est importante. La langue est importante. La culture dans laquelle le counselor est né, a grandi et opère, et dans laquelle la personne qui le consulte est née, a grandi, est-ce que ce sont des paramètres que nous devons prendre en considération? Quatrième question, pourquoi veux-tu
être un counselor? Pourquoi veux-tu être un pasteur, psychothérapeute, un counseling? Pourquoi veux-tu pratiquer le counseling? Pourquoi veux-tu être un pasteur qui connaît comment accompagner les gens qui sont en détresse? Et puis, et cinquièmement, avez-vous vous-même déjà, ou as-tu toi-même déjà consulté par le passé un counselor professionnel, un vrai counselor, un psychothérapeute? Connaissez-vous un psychothérapeute dans votre ville, dans votre quartier? Avez-vous déjà consulté un psychothérapeute? Et enfin, une dernière question. Si quelqu'un vous dit, les anges sont des counselors, Jésus-Christ est un grand counselor, Dieu est counselor, c'est de grands psychothérapeutes du counseling. Comment allez-vous expliquer cet énoncé? Si quelqu'un vous dit, je vous dis, expliquez-moi comment Dieu, comment les anges, comment Jésus-Christ est un grand counselor. Comment les anges sont des grands counselors. Des grands psychothérapeutes. Et enfin, peut-être pour terminer, ça c'est une question piège. Peux-tu être un bon pasteur, un bon prophète, un bon apôtre de Jésus-Christ? Maintenant qu'on parle beaucoup d'apôtres, c'est missionnaire. Un bon docteur de la parole de Dieu, enseignant de la parole, sans être aussi un counselor, un thérapeute. Puis, essayez de répondre à cette question de façon réfléchie. Elle est très importante. Est-ce que tu peux être un pasteur sans être un counselor? Peux-tu être un prophète sans être un counselor? Peux-tu être un apôtre de Jésus-Christ sans être un counselor? Un ambassadeur de Jésus-Christ sans être un counselor? Peux-tu être un enseignant de la parole de Dieu sans être un counselor? Voilà quelques questions à discuter. Je vous ferai la page sur les ressources, mais toutes ces ressources pédagogiques sont en anglais. Je vais essayer de vous envoyer quelques documents sur la définition de counseling d'ici la semaine prochaine, et vous allez pouvoir couvrir ces beaux chapitres que nous venons de voir. Merci.